Et j'appelle Nathalie Victor pour la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Remercier pour sa présence, mais y compris au quotidien, malgré, et je tiens à le dire ici, malgré quelquefois des sous-capacités en termes de moyens face au flot des demandes, toujours au bout du fil, une gentillesse, une disponibilité, et c'est vrai que quand on est dans ces situations-là, avoir au moins cette écoute, c'est déjà quelque chose. C'est à vous, Nathalie Victor. Merci beaucoup. Merci. Je suis un peu impressionnée d'être devant vous, parce que je n'ai pas l'habitude de fréquenter les estrades. Donc je vais m'adresser évidemment d'abord aux parents, aux enfants, et puis à l'ensemble des partenaires avec lesquels la MDPH est amenée à travailler. Et bien sûr, je salue les représentants des municipalités de Bagnolet et de Montreuil, les représentants du préfet et monsieur le député et madame la ministre. Je l'ai fait à l'envers, mais c'est souvent comme ça, à la MDPH. Alors, je n'ai pas mis de cible sur mon vêtement. Je sais et je partage votre souci quotidiennement de nos difficultés de fonctionnement. Mais pour sortir un peu de ce souci-là, je me permets assez brièvement et forcément à grands traits d'abord, de vous retracer quelques instants forts de la vie des enfants handicapés dans notre société. Alors, pardonnez-moi de remonter à 1906. 1906, c'est la première loi en faveur de la scolarisation d'enfants ayant des difficultés de compréhension. Et c'est l'école, certes 25 ans après la loi Jules Ferry, mais enfin bon, voilà, c'est l'école qui s'y met en 1906. À cette époque-là, les enfants handicapés avaient le choix entre la ferme, la rue ou l'asile, et ils mouraient très jeunes, très jeunes, bien avant 20 ans. Bon, on va passer quelques années parce que sinon c'est très long, et nous voilà en 1950. En 1950, les enfants handicapés n'ont pas accès aux soins. Un enfant porteur de trisomie 21 ne sera pas opéré. La sécurité sociale, loi de 45, les ordonnances de 45 ont oublié le soin aux enfants handicapés. Et il faudra que les parents se battent, les enfants handicapés ont accès aux soins, mais c'est dans le médico-social que les politiques publiques restent aiguillonnées en permanence, heureusement, par les parents et les associations de parents. Il n'y a, je ne vais pas dire pas du tout, il y a forcément une exception sur le territoire, mais quasiment la totalité des structures d'accueil médico-social sont portées par des associations. C'est une chose qui, moi, m'a toujours absolument étonnée, parce que, du coup, c'est vraiment beaucoup de travail pour les parents et les associations que de promouvoir des places. Alors, on a actuellement, côté MDPH, on regarde avec intérêt ce que fait l'ARS, les agences régionales de santé, qui maintenant doivent regrouper l'ensemble des dispositifs, y compris le médico-social. Je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Pour l'instant, l'ARS qui s'est mise en place en 2010 n'a pas encore permis une expansion et une expression d'une politique publique en matière de médico-social. Donc, voilà, la MDPH, plus précisément née des lois de la loi de 2005, regroupe, comme vous le savez, ce qui était les cotorettes et les CDES. Cotorettes pour les adultes handicapés, CDES, Commission départementale d'éducation spéciale pour les enfants. Donc ça, c'est plutôt une belle idée que de pouvoir effectivement rendre plus fluide le parcours au travers de cette instance qui est la cheville ouvrière de la mise en place des compensations. On se dit que ça doit pouvoir marcher. Création des maisons de l'autonomie dans lesquelles seraient regroupés l'ensemble des personnes ayant des difficultés particulières dans la vie. Je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, enfants, adultes, et puis bon.
pardonnez-moi de le dire, mais je vais prendre ce qui s'est passé pour la PMI qui a été décentralisée. La PMI était un fleuron de santé publique et de prévention en France. Elle a été décentralisée en 89. En 2003, 47 départements ont été assignés au tribunal administratif pour non-respect des moyens mis à disposition de la PMI dans leur département, et c'était, en général, il n'y avait pas assez. Il manquait de médecins de PMI, de sages-femmes, etc. Les 47 ont été condamnés. À ce jour, pas un seul ne s'est mis en conformité avec le cadre de la loi de décentralisation. Donc moi, quand j'entends qu'on va décentraliser les MDPH, j'ai un tout petit peu peur pour les enfants et les personnes handicapées, parce que je me dis qu'en fonction du département où on habitera, quelquefois on aura de la chance, quelquefois on en aura moins. Et la loi n'est pas la seule garante d'une véritable égalité sur le territoire. Je me tourne plus particulièrement aussi maintenant vers l'école. Bien sûr que l'école, depuis la loi de 2005, accueille plus d'enfants en situation de handicap, ou plus exactement ayant des besoins particuliers éducatifs. Mais je crois, Madame la Ministre et Monsieur le député, qu'il y a un mot qui serait important dans l'école, ce serait de travailler sur l'accessibilité pédagogique. Cette accessibilité pédagogique, elle s'adresse à l'ensemble des enfants et elle permet à ce moment-là d'inclure et de lutter contre le surhandicap que constituent les mauvaises conditions sociales en particulier. Et dans le 93, on le connaît bien, excusez-moi de mettre ma casquette de président de l'association pour lesquelles certains me connaissent, comme président de l'APSIS, qui au Clos Saint-Lazare, à Stein, à Bagnolet et à Épinay est porteur d'un dispositif d'accueil des élèves exclus. Donc on connaît bien ce surhandicap et ce handicap social avec des gosses qui vont ne plus trouver leur place dans l'école. Donc l'accessibilité pédagogique, je vous en prie, mettez-la dans la loi. Voilà.